La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio. C'est Phil Basket pour ce podcast Total Africa NBA. Total Africa NBA, on fait le point sur l'actualité africaine NBA tous les dimanches dans Total Africa. On fait le point sur l'actualité africaine. Mais c'est un Total Africa spécial, je veux pas dire spécial Cameroun, hein, c'est pas ça, il s'agit pas du Cameroun, mais on va parler des Raptors de Toronto ce soir. On va aussi parler des Sixers avec Joel Embiid. Et bien entendu, on n'hésitera pas aussi à regarder un petit peu le fil rouge de l'actualité. Gros débat aujourd'hui sur Pascal Siakam et les Raptors de Toronto avec le sujet principal, la réponse à la question principale que je vais vous poser, aux panélistes ce soir. C'est tout simple. Pascal Siakam, pour vous, est-il un franchise player ou alors est-il un role player? Vous avez compris pourquoi je pose cette question au vu de la débâcle malheureuse des Raptors pendant ces playoffs. Heureuse pour certains, malheureuse pour les autres. Ça dépend de quel côté on se place. Mais on va véritablement prendre le temps d'analyser un petit peu le cas Pascal Siakam. C'est une question qui taraude dans la tête de tous ceux qui ont observé l'ex MIP 2019. Le nouveau c'est Brandon Ingram 2020. Et on va essayer d'avoir des réponses à nos questions, à savoir comprendre pourquoi est-ce que Pascal Siakam était en méforme, une véritable méforme pendant ces playoffs sur le parquet de la radio. On va présenter les panélistes qui sont présents avec nous. On va commencer par aller du côté du Canada justement pour introduire Mike Laviole, journaliste pour l'Express Canada, spécialiste des Raptors de Toronto. Il interviewe régulièrement Pascal Siakam et Serge Ibaka. Bref, il interviewe régulièrement les Raptors. Il est avec nous, c'est le spécialiste Raptors sur le parquet avec son podcast Dino Talks. On rappelle que Mike Laviole est partenaire Radio Off Basket depuis quelques semaines maintenant et c'est un gros plaisir de l'avoir sur le parquet. Bonsoir Mike, comment vas-tu? Bonsoir Oncle Phil, bonsoir à tous, ça va très bien, on s'est remis de l'élimination et on a bien réfléchi sur un peu tout ce qui s'est passé pour partager avec toi et avec tout le monde ce soir. Super, merci d'être avec nous. On a Missy du côté de Paris qui est avec nous. Bienvenue Missy dans Total Africa, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Je suis en tout cas content de retrouver mes Celtics en finale de conférence. On oublie quand même qu'au cours des 4 dernières saisons, les Celtics ont été 3 fois en finale de conférence. Donc, ils ont quand même été. Donc, ils sont quand même bien là. Et voilà. En tout cas, on est très heureux. On est très heureux pour toi. On est très heureux pour toi. Mais c'est vrai que le sujet de ce soir, il est un petit peu différent quand même. On va pas parler des Celtics beaucoup, mais on va essayer d'avoir quelques réponses avec le cas Pascal. Vas-y. Après, j'enchaîne avec les présentations. Oui, juste une chose. Ma pensée du jour est pour une jeune demoiselle, Naomi Osaka, 22 ans, qui a montré cette semaine que gagner des gros tournois du Grand Chelem et l'activisme ne sont pas incompatibles. Elle a gagné ce tournoi du Grand Chelem, elle avait promis d'aller au bout avec 7 masques. Le dernier masque, c'était Tammy Rice. Ça fait énormément mal au cœur parce que juste très rapidement, Tammy Rice, c'est ce jeune enfant de 12 ans qui a été tué par la police alors qu'il jouait avec un pistolet factice. Oh là là. Et donc, voilà. Voilà, une pensée pour elle, merci. Mais elle n'a pas manqué de le rappeler. Mais surtout, félicitations parce qu'elle était menée 6-1, 2-0. Elle est quand même parvenue à gagner. Voilà. D'accord. Alors je vais introduire les autres panélistes. On a donc le coach Radar Jones Ongetu depuis Boston qui est avec nous. Bonsoir le coach. Oui, bonsoir Phil. Vous me suivez? On t'entend très bien. Oui, on t'entend. Ouais, non pour moi ça me fait toujours plaisir de me retrouver avec les amoureux du basket. C'est un plaisir pour nous, coach.
bien que nous sommes finis. Je ne suis pas fini, mais bon. On est là pour encourager les jeunes et pour essayer d'avoir une vue un peu objective, quoi. On a des gens qui ont joué ici parmi nous. Donc, pour ma part, moi, j'ai eu la chance de me lancer dans le coaching. Et je crois que j'ai certaines observations à faire. Et j'espère bien que ce débat sera un peu fructueux pour nous tous. Ah, ça c'est sûr, ça j'en suis persuadé. On va introduire notre dernier invité. En tout cas, c'est pas le dernier puisqu'on a le doc qui doit être avec nous tout à l'heure. Notre doc, hein, ça c'est notre doc à nous, le doc Simon Ama qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais on va accueillir un vrai docteur, voilà cette fois, un vrai docteur qui va nous éclairer de ses lumières. Il a d'autres particularités. Il est non seulement docteur, mais aussi c'est un ex-international de basket, ex-international de basket du côté du Cameroun, ex-international camerounais et aussi vice-champion quand même d'Afrique 2017. C'est bien ça, Big Ben. Bienvenue sur le parquet de la radio. Oui, c'est bien ça. Donc, ancien joueur, médecin aussi des équipes de France, un jeune. Ah oui, c'est vrai. Donc j'espère pouvoir apporter un peu, à la fois de mon expérience de joueur et un peu de ce que il m'a semblé percevoir de l'état de forme de Pascal. Ouais. Merci d'être avec nous. Le doc Ben Owona qui est avec nous sur le parquet de la radio off. Donc, je vous l'ai dit, on a un panel très très riche. Hein. On a un médecin. Je rappelle le détail. Hein. Je rappelle le détail pour les auditeurs. Hein. Si vous l'avez pas entendu, le docteur Ben Joseph Owona, qui est donc aussi médecin de l'équipe de France de basket. C'est ça, hein? L'équipe de France de basket, c'est ça? Oui, des catégories jeunes garçons. Catégorie jeune. U18, U16, U17. Voilà, catégorie jeune. Voilà, on a aussi le doc ONP. Ça, c'est notre doc. C'est le doc. Alors lui, il est pas docteur en médecine. Il est docteur en musique ou en tout cas en animation. C'est un autre spécialiste du genre. Le doc Simon qui est avec nous. Bonsoir, le doc depuis Angers. Ouais, bonsoir tout le monde. C'est moi le vrai doc. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Alors, je vais demander aux panélistes qui sont sur WhatsApp de couper le haut-parleur. Je crois qu'il y a un haut-parleur de votre côté et ça ressort le son et on a un double son. Voilà, vous coupez le haut-parleur, ça permet que on vous entend, on n'entend pas le retour venant de votre côté. Voilà, donc on a un coach, on a un médecin, on a un journaliste, on a 2 consultants et on a un animateur. Voilà un panel suffisamment riche pour avoir des réponses ce soir sur le cas des Raptors de Toronto, sur le cas Pascal Siakam. On se pose la question, je repose la question du débat. Pour vous, Pascal Siakam est-il un role player ou alors est-il un franchise player? Vous l'aurez compris, au vu des performances du Camerounais qui nous a un petit peu laissé sur notre faim, au vu de ce qu'il nous avait proposé la saison dernière avec les Raptors, on rappelle champion NBA. On a des questions à se poser. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais faire la passe à Mike Laviole du côté du Canada. Je rappelle, journaliste pour l'Express Canada pour les Raptors de Toronto. Mike, je te pose la question pour toi. Pascal Siakam est-il un role player ou alors est-il un franchise player? Tu peux prendre la question par le bout que tu souhaites. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est qu'on puisse aboutir à une réponse au vu de ce qui s'est passé pendant les playoffs. Vas-y, exprime-toi, Mike. Alors, si on se base sur ces playoffs-là, on peut dire clairement que c'est pas un franchise player. Mais moi, je voulais replacer tout ça dans le contexte. Justement, j'ai essayé beaucoup d'analyser ce qui s'est passé avec Pascal Siakam. Et je suis arrivé à la conclusion que je pense que vraiment que cette coupure de 3 mois où il a expliqué qu'il n'avait pas touché un ballon, en fait, ça l'a carrément coupé dans son élan. Ce qu'il faut savoir, c'est que Siakam, il joue pas au basket depuis très très longtemps. Il a commencé le basket à 16 ans. Et depuis ces 16 ans, en revanche, il a joué au basket de manière sans jamais s'arrêter.
il a une progression qui a été ascendante. Il n'a jamais eu de bas. Il a sans cesse augmenté son niveau. Et je pense que vraiment cette coupure de 3 mois et le break à cause du Covid et de tout ça, je pense qu'en fait ça l'a complètement coupé dans son basket. C'est pas forcément quand on commence le basket à 16 ans, les spécialistes qui sont avec nous le diront. Je sais pas si on a des fondamentaux qui sont très ancrés dans son jeu. On sait que Pascal c'est un joueur qui joue beaucoup à l'instinct aussi. Et pour moi, je pense vraiment que en fait cette coupure ça l'a cassé dans son jeu. Je pense pas que c'est quelque chose de mental comme on a pu l'entendre. Pascal l'a dit lui-même. Mentalement, il s'est pas senti au fond du trou. Je pense vraiment que c'est ses sensations basket qui n'étaient pas là. Et je pense que cette coupure y est pour beaucoup. Et à mon avis, il a jamais retrouvé ces sensations-là. Donc, pour répondre à ta question, malheureusement, sur ces playoffs-là, Pascal Siakam, c'était un role player. Comme un role player. Alors, je vais te poser la question. Je vais te poser la question directement, toi qui étais quand même au plus près de ces joueurs, tu les as interviewés durant l'intégralité de ces playoffs. Pour ceux qui veulent, je rappelle, hein, pour ceux qui veulent retrouver les interviews de Mike Laviole pour l'Express Canada, vous allez sur YouTube, vous avez sa chaîne YouTube Mike Laviole, ou alors vous pouvez regarder au niveau des talk shows, les podcasts Radio Basket. Nous avons rediffusé l'intégralité des talk shows Dino Talks sur les réseaux, sur les antennes Radio Basket. Donc vous avez toutes les interviews, tout ce qui concerne les prises de parole des Raptors avec Mike Laviole. Mike, je voulais te poser la question. Mike, au début, je prends le cas quand tu as suivi Pascal et les Raptors avec le sweep face aux Nets de Brooklyn. Est-ce que tu as senti déjà qu'il y avait un changement, ou bien tu te disais avec le sweep peut-être que Pascal n'avait pas à forcer son talent? Comment est-ce que tu ressens le truc? Non, je pense que depuis le début de la bulle, de toute façon, même s'il a fait des bons matchs dans les matchs de classement, depuis le début de la bulle, on sentait qu'offensivement, il y avait un truc qui fonctionnait pas forcément. Je pense que depuis le début, on l'a senti. Au début, on avait tendance, et je pense que dans le staff, ils avaient tendance à penser que c'était quelque chose de mental et que ça allait revenir, qu'il allait avoir un déclic. Mais c'est vrai qu'après chaque bon match, finalement, on voyait que c'était la même chose. Donc je pense que vraiment il va avoir besoin de temps pour retrouver toutes ces choses qu'il avait, son toucher, son tir. On sait que c'est un bosseur, donc moi en fait je suis pas forcément inquiet par rapport à Siakam. Comme l'a dit Kyle Lowry dans l'interview à la fin du match, il va falloir qu'il prenne toutes ces critiques-là et qu'il s'en serve de motivation. D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. Je trouve ça vraiment injustifié, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que les réseaux sociaux, c'est un peu l'endroit où tous les gens qui d'habitude n'osent pas parler disent toutes leurs bêtises. Donc, je suis un peu attristé quand même de lire tout ça. Il a été fustigé, clairement. Ça dépasse le basket des fois, c'est vraiment... Ah, c'est ça, c'est le sport, Mike. Hein. C'est le sport. C'est le sport. Et Mike, dernière question, Mike. Après, on va faire la passe au coach Radar qui va s'exprimer. Ensuite, on aura le docteur Ben qui va s'exprimer. Ensuite, Missy et Simon. Mike, je te pose la question en interviewant Nick Nurse. Est-ce que tu as eu l'impression que Nick Nurse cherchait des solutions pour son option numéro 1? Nick Nurse a cherché, mais Nick Nurse, je trouve que dans ses demi-finales de conférence, il a été dépassé par Brad Stevens. Tactiquement, tu veux dire tactiquement, il était moins fort. Il a été moins fort et surtout... en fait, il s'est un peu entêté. Le fait que Siakam était l'option numéro 1, je pense qu'il avait besoin que Siakam ait beaucoup la balle en main. Et pour moi, relancer Siakam passait par le fait de lui donner plus de ballons, qui joue plus off-ball, comme on dit, qu'il ait plus de juste à être finisseur, comme il l'a été dans les playoffs de l'année dernière avec Kawhi. Le problème, c'est qu'avec son rôle qui a évolué, je pense pas que Nurse il avait ça dans son sac. Et qui n'avait pas pensé forcément à ça. Il n'a pas été capable de s'ajuster et de relancer Siakam en lui donnant plus de paniers faciles ou plus de possessions plus proches du panier ou de faire de lui un finisseur. C'est comme ça que je l'analyse. D'accord. C'est un point de vue qui se défend parfaitement. On va écouter coach Radar du côté de Boston. Coach, est-ce que tu nous entends? Tu as entendu, Mike?
Oui, j'ai entendu Mike. Alors, coach, Bonne analyse. au vu de ce que tu as pu observer avec le premier tour, un premier tour où on a vu un Pascal qui se fondait dans dans le collectif, hein, avec le sweep, on n'a pas forcément eu l'impression, en tout cas moi, hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas ressenti une inquiétude particulière. J'ai senti un joueur dans le collectif et puis par la suite, il y a des interrogations ont commencé à pointer du doigt. Tout le monde regardait le MIP 2019 d'un regard un petit peu bizarre après le premier match, deuxième match. Troisième match, je me souviens, j'ai fait une quotidienne où où j'ai poussé des grosses gueulantes sur Pascal Siakam. Coach, comment est-ce que tu as envie de réagir à chaud quand tu as entendu Mike? Moi, je vais réagir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, je vais oser faire une comparaison. LeBron et les Lakers, leur premier match dans le bubble, ce n'était pas ça. Pendant tous les matchs de tune-up, ils jouaient pas bien. Mais LeBron est monté en puissance. Et je crois que c'était le cas pour tous les stars. Quand tu vois quelqu'un comme la jeune star de Boston, Tatum, son premier match, il a marqué 2 points. Oui, nous sommes ici à Boston. Moi, j'ai regardé ce match. Il a fait 2 points. Il a raté environ 15 shoots. Mais ils sont montés en puissance. Et j'ai suivi les broadcasters ici qui parlaient d'une chose importante, qui parlaient d'une mindset. Quand vous voyez la saison régulière que Pascal a accomplie, c'était une saison régulière grandiose. Parce qu'il a élevé son jeu d'un cran. Depuis qu'il est arrivé dans la ligue, son jeu est monté d'un cran tout le temps. Mike a parlé du fait qu'il n'a pas pu s'accoutumer dans le bubble. Moi, je pense que je vais pas être dur avec lui parce que je sais que c'est un bosseur et il fait tous notre fierté. Mais c'est un all-star. Quand tu arrives à ce niveau, tu peux pas venir dire que tu n'as pas touché le ballon. C'est ton travail. Et moi, je vais prendre l'exemple d'un autre Africain qui est dans l'équipe, Ibaka. Je ne voudrais pas changer de cadre, mais moi, je me demande pourquoi Ibaka n'a pas plus joué. Parce que lui, c'était le match-up qui faisait la différence avec les Celtics, avec son tir en tête de raquette. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à stopper, que les Celtics n'arrivaient pas à stopper. Mais en prenant son exemple, je prends cet exemple pour montrer le fait que, oui, c'est un joueur expérimenté, mais il est prêt. Chaque fois qu'il est sur le terrain, il est prêt. La plupart des temps, pendant toutes les séries, il mettait ses 4 premiers tirs à 3 points. Au même endroit, en tête de raquette. Il prenait les rebonds. Il était présent. Donc moi, premièrement, oui, à ce niveau-là, c'est ton boulot. C'est pas quelque chose que tu dois venir présenter publiquement, de dire que j'ai pas touché le ballon pendant une certaine durée. Non, c'est ton boulot. Tu dois toucher le ballon. Moi, je pense que c'est une erreur de dire cette chose-là publiquement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on prend par exemple la sélection des tirs, Siakam a tiré énormément à 3 points. Mais il ne les rentrait pas. Et moi, je parle d'évolution. S'il veut amener son jeu à devenir une superstar, ces tirs à 3 points qu'il prend en tête de raquette et en ligne de fond, il était toujours ouvert en ligne de fond. Il doit être capable de les rentrer. Et encore une fois, c'est son boulot. C'est son boulot, c'est pour ça qu'il est l'option numéro 1. Alors coach, je te coupe pas, je t'accompagne. Tu as été joueur, tu sais ce que veut dire le mindset d'un joueur quand il est en difficulté et qu'il a peut-être du mal à rentrer dans un match, dans un deuxième match, dans un troisième match. Tu sais ce qu'il faut faire généralement pour se donner de l'énergie. Pascal Siakam, il a un mot, hein. Dans toutes ses interviews, Mike, tu me corrigeras si je me trompe, mais Pascal, il a un mot qui revient à chaque fois, c'est l'énergie. Mike, tu me confirmes? Oui, je pense que
l'énergie motive était à là. chaque fois. Et même quand il fait un mauvais match, il va dire j'ai manqué d'énergie, il faut que je donne plus d'énergie. Alors, coach, comment est-ce que tu entres dans le mindset de Siakam pour essayer de nous expliquer ce qui s'est passé, pour qu'on essaie d'avoir une piste? Je ne pense pas que Siakam a manqué d'énergie. L'énergie était là. Mais en tant qu'ancien joueur, je crois que peut-être Doc va intervenir dessus. Moi, il y a quelque chose qu'on appelle être en confiance. Je reconnais quand un joueur est en confiance ou ne l'est pas. Quand il rate les paniers qu'il a l'habitude de mettre. Combien de rebonds offensifs ou bien de moves Pascal a fait là où il était à côté de l'anneau, là où il s'est précipité. Et il était court. On peut faire une cassette avec ces paniers. Ces paniers il les met d'habitude. Mais il se précipitait. C'est comme un peu laisser partir le ballon sans donner la permission au ballon de partir. Parce que peut-être tu as peur de te faire contrer. Et moi, j'ai remarqué que Pascal ne se précipitait beaucoup et il faisait quelque chose qui n'était pas caractéristique de lui. Pascal laisse toujours le match venir à lui. Mais cette fois-ci, il jouait avec, il forçait le jeu. Il ne laissait pas le match venir à lui. Pascal, c'est un joueur qui joue vraiment, même quand il marque les 30 points, il joue dans le cadre du système de son équipe. Mais cette fois-ci, tu sentais un peu qu'il était, il était un peu timide dans sa manière d'approcher. Et il se précipitait beaucoup et il forçait un peu parfois. Et moi, je pense que ça a quelque chose à voir avec sa confiance. Et la confiance vient du fait que tu es en possession de tous tes moyens. Et quelque chose qui peut affecter les joueurs jeunes. Ce sont les expectations. Ce que les gens attendent de toi à ce niveau en tant que l'option numéro 1. Et tu parlais de l'Internet tout à l'heure. Les gens parlent beaucoup, ça monte et il se dit qu'il a quelque chose à prouver. Et moi, je pense que le mindset là, c'est quelque chose qui se développe. Parce que pour ceux qui le savent, et je crois que Mike peut commenter dessus, en tant que coach, quand je parle contre une équipe, j'ai vu toutes les cassettes des joueurs les plus dangereux. Et ce sont ces joueurs-là que j'arrête premièrement. Quitte à ce que les role players, maintenant, doivent réagir quand l'option numéro 1 est arrêtée. Et Brad Stevens, c'est quelqu'un de très, stratégique. Et il fait des ajustements. Et la première chose à faire pour lui, c'était d'arrêter Pascal Siakam. Mais c'est dommage qu'il n'a pas eu besoin de doubler Pascal Siakam. Et moi, je pense que Pascal, il a un avenir rayonnant, mais il doit premièrement développer un tir à 3 points. Et deuxièmement, ne pas changer la manière dont il joue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une question de confiance. Ne te précipite pas. Fais les choses comme tu les fais d'habitude. Quand tu as ouvert, marque le tir à 3 points. Moi, je ne pense pas que c'était une question d'énergie. Parce que l'énergie, l'émotion et l'engagement étaient là. Mais la confiance n'était pas à 100%. On va poser la question, on va faire intervenir notre docteur qui est sur le parquet, le doc Big Ben sur le parquet de la radio. C'est la première du doc, c'est un plaisir pour moi. Je suis très très content de l'avoir sur le parquet de la radio. Ça fait un moment que je voulais qu'il soit avec nous. Bienvenue une fois de plus, doc Big Ben, d'être avec nous. On rappelle un vice-champion 2017 avec le Cameroun. C'était en Coupe d'Afrique c'était en Coupe d'Afrique. On y reparlera à un autre moment. Le doc qui est là, on rappelle aussi coach de l'équipe de France pour les jeunes. Alors coach, Doc, pardon, je dis coach Doc. Doc, je te pose la question. Quand tu essayes d'analyser, en entendant, tu as entendu Mike, tu as entendu le coach, essaye si on te demande comment, en essayant d'entrer dans le mindset de Siakam, tu as été joueur, tu es médecin, tu es coach, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Pourquoi est-ce qu'on peut pas se dire aussi que le tir à 3 points, parce que j'entends beaucoup parler de tir sur le parquet,
Mais on le sait, l'une des grosses forces de Pascal Siakam, c'est aussi les pénétrations et les jeux au poste. En tout cas, l'année dernière, on l'a vu plein de fois en contre-attaque nous mettre des plus de 20 points en moyenne parce qu'il courait. Il allait plein pot, il courait et puis il défonçait les défenses. Alors, moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'accroche sur cette affaire de tir à 3 points alors que ce n'est pas sa force première? Et deuxième question, comment est-ce que tu rentres dans son mindset pour nous expliquer la retenue? Parce qu'on a senti une véritable retenue de la part du Camerounais. Doc. Oui, mais alors bon, la question initiale est de dire est-il un franchise ou un role player? En fait, implicitement, elle implique une autre question. Peut-il le devenir? Parce que si on la pose, c'est parce qu'il ne l'est pas, objectivement. On a constaté qu'il n'a pas assumé son statut. Donc, si on la pose, c'est aussi de demander s'il peut le devenir. Bon, moi, objectivement, j'aurais tendance à qu'au jour d'aujourd'hui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, mais pas à cause de son potentiel, parce que je pense qu'il résolument qu'il a toutes les caractéristiques pour le devenir, mais qu'il a besoin de développer certaines choses. Et que, au niveau technique, par exemple, effectivement, il était bon quand il courait sans ballon et quand il laissait le jeu venir à lui et qu'il profitait de la présence d'un autre joueur sur le terrain. Maintenant, quand on lui donne le ballon trop tôt dans les systèmes, c'est pas un joueur qui aujourd'hui a les habilités techniques pour sur 2-3 mètres avec une série de dribbles, pas ton adversaire et de marquer de façon consistante à 2 points dans le périmètre. C'est-à-dire qu'il shoot à 3 points ou il drive, et en fait, en général, il drive et il fait un spin move. Donc là, les défenses l'ont lu et se sont adaptés et ont empêché systématiquement les mecs qui étaient sur son spin move et ils le forçaient à aller de l'autre côté. Donc pour devenir un franchise player, il doit développer un mid-range parce que tous les grands joueurs qui sont des leaders d'équipe, c'est les mecs qui, quand le 3 points ou les pénétrations ne marchent pas, on te donne la balle en fin de match ou en bout de possession, tu te démerdes tout seul, tu fais 1-2 dribbles, tu marques comme Kawhi en fait. Donc il a besoin de développer ce mid-range. On insiste sur ces 3 points, mais justement il s'est obstiné à shooter à 3 points alors qu'il aurait dû laisser le jeu venir à lui. Mais ça aussi, ça dépend des paramètres du coaching. Parce que moi, je trouve que le coach a voulu trop tôt lui mettre le ballon dans les mains plutôt que mettre en place des systèmes avec la circulation de balle et lui pouvant justement profiter du fait que la balle circule pour aller vers le panier comme il sait bien le faire. Donc, il y a d'abord des caractéristiques techniques. Donc, il doit développer. Ensuite, au niveau humain, on ne fait pas son parcours sans avoir des caractéristiques de combativité, de ténacité, d'engagement. Donc s'il en est là et s'il nous a donné un titre à nous au Cameroun, c'est qu'il a déjà ces caractéristiques humaines. Mais d'un autre côté, c'est un gentil garçon, Pascal. Donc quand on dit est-ce qu'il est un franchise player ou un role player, d'abord, est-ce que lui, il a décidé au jour d'aujourd'hui d'être un franchise player? Moi, il me semble que non. C'est-à-dire qu'il a joué, il a progressé, il s'est imposé aux côtés de Kawhi, il a franchi un palier, mais il n'a pas encore le killer instinct du franchise player. Et n'ayant pas ce killer instinct du franchise player, il est aussi en mal de leadership, parce qu'un franchise player n'est pas simplement celui qui va te marquer, qui va t'assurer la marque quand le match doit se jouer. C'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir être en situation de tirer ses coéquipiers vers le haut. Or, moi, quand j'ai regardé les matchs, je l'ai trouvé plutôt éteint et plutôt juste focalisé sur sa performance et en l'occurrence, ça méforme, en fait. Donc, il ne communique pas avec les autres, il tape dans la main quand ça marche, mais c'est pas le leader qui à un moment donné, quand il y a des mauvais choix qui sont faits, qui bousculent les autres. Mais ça viendra avec le temps. Mais il est jeune, il découvre un peu aussi ce domaine. Et puis il y a ce qui est de la responsabilité qu'on te donne. Il n'a pas tout le temps été à la fête, on lui a pas donné. Ça s'acquiert ce genre de compétences. Donc il va les acquérir à proportion que son équipe aura la patience de le laisser encore dans ce rôle de franchise. Mais si nous on commence à se poser la question, c'est qu'eux aussi ils vont se la poser. Est-ce qu'ils vont le laisser encore 1 an de toute façon, ils ont besoin de mettre à côté de lui quelqu'un d'autre pour marquer, mais est-ce qu'ils vont mettre à côté de lui quelqu'un de plus grand? Ça, c'est quelque chose qui
dont on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et ensuite, moi, ce qui m'a marqué dans les images, c'est qu'à un certain moment, il était tellement en manque de confiance, mais qu'il se précipitait en fait comme un jeune homme, comme un cadet en fait, qui découvre un niveau et qui est surpris par l'adversité qu'il rencontre, et qui en fait se précipitait. Et moi, médicalement, moi j'ai remarqué qu'il avait du mal à coupler en fait le sport est en compte à la fois d'une technique, d'un physique, mais ce qui met en musique tout ça, c'est comment on respire quand on pratique ces gestes techniques et en se servant de son physique. Et moi j'ai constaté qu'en fait il avait du mal à coordonner sa respiration sur tout ce qu'il faisait, de sorte qu'à un certain moment il était souvent essoufflé. Oui. C'est-à-dire que même quand il prenait ses drives pour arriver, on le sentait. Ça, je l'ai souvent entendu, ça, le problème d'essoufflement. Je l'ai souvent entendu, ça. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il avait une fatigue autre, du type insomnie ou, parce qu'au niveau des temps de jeu, il est passé de 35,2 minutes en saison à 38,8 en playoff. C'est pas une augmentation faramineuse qui justifie un manque une perte de ses repères. Après, il y a les 3 mois de coupure. Bon, ça, c'est sûr que s'il n'a pas touché un ballon, c'est un peu complexe. Mais je pense qu'il a un travail réel à faire sur des mécaniques de coordination de la respiration à l'effort. En fait, ça s'enseigne. C'est-à-dire qu'on t'apprend à bloquer le stress et à adapter en jouant sur ta respiration pour retrouver une sérénité qui te fait avancer dans le jeu. Je pense qu'il a besoin de travailler avec d'autres diront que c'est un coach mental, mais c'est en fait un coach respiratoire. Parce que généralement, les préparateurs mentaux te font travailler la respiration, en fait. Donc, il a besoin de franchir un palier sur sa coordination respiratoire à l'effort. Moi, je pense que ça, c'est fondamental pour arriver au niveau de franchise player. Parce que comme tu vois un mec comme Kawhi, par exemple, tout ce qu'il fait, il n'est pas essoufflé, mais il n'est pas essoufflé parce qu'il n'y a aucun moment où il te fait une action en apnée complète du 3 points jusqu'au lait. C'est un robot qui passe. C'est un cas spécial aussi, Kawhi. Donc, c'est l'inspiration et expiration tout le long. Donc, voilà. Et après, bon, de toute façon, les critiques qu'il subit aujourd'hui, il doit les prendre, peut-être pas les regarder tout de suite. C'est-à-dire laisser passer quelques semaines et s'en servir un peu comme motivateur. Comme moteur pour rebondir et pour avancer. Et après, revenir, mais il faut qu'il tape pour moi, plutôt que d'insister sur ses 3 points et ce qu'il sait déjà faire, courir, être un slasher un peu, mais il faut qu'il développe du mid-range, être capable sur 2-3 dribbles d'éliminer quelqu'un, bam bam, et de shooter dans le périmètre. En tout cas, on a déjà une partie de la solution. Le doc, je te pose une question. Supposons que Pascal Siakam, supposons que le playoff ne se soit pas déroulé dans cette bulle à Orlando. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu un autre visage de Pascal Siakam? Probablement. On le saura jamais. Après, de toute façon, on ne sait pas non plus l'influence qu'a sur lui la présence de ses frères. Puisqu'il a un contexte familial particulier et qu'il a ses frères qui sont souvent avec lui. Donc on ne sait pas quel déterminant ils ont justement sur sa compétitivité mentale. Et donc du fait qu'il ne soit pas forcément au quotidien avec lui dans la bulle, est-ce que ça a joué quelque chose? Ça aurait sûrement été différent hors bulle. Oui. Je crois que c'est un facteur à ne pas négliger. Oui. Je suis d'accord, totalement d'accord, c'est un facteur à ne pas négliger. Beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Missy, au vu de tout ce que tu as entendu, comment est-ce que tu as envie de réagir? Chose que je vais juste dire, c'est quand vous avez commencé le basket tard, n'oubliez jamais que vous êtes un éternel apprenti du jeu. Et ça, quelqu'un qui a d'ailleurs très bien réussi ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Hakim Olajuwon. On aime Olajuwon pour ça. Olajuwon, quand c'était comme ça, il connaît ses étés. L'été, Olajuwon, on le voyait aller faire des working out avec quelqu'un qui s'appelait Moïse Malone et tout ça. Il faisait énormément ça à Olajuwon. Ce qu'il faut avoir, je dis pour l'instant, les joueurs qu'on voit extrêmement bons dans cette bulle, comme Nikola Jokic, Jamal Murray, Kawhi Leonard, c'est des joueurs qui ont quelque chose qui s'appelle les fondamentaux du jeu. Ça veut dire que
quand vous devez placer votre pied, vous ne pouvez pas placer votre pied à gauche, comme ça. Il y a une raison qui va amener à ce que votre pied soit à gauche. Et quelqu'un qui a tellement bien pratiqué ça, on voit Michael, je vais prendre l'exemple de Michael Jordan. On voit Michael Jordan très très bon, mais c'est au fil du temps que Michael Jordan est devenu extrêmement bon. Puisque quand il jouait au début, il y avait les bad boys de Détroit qui étaient sur lui. Et quand vous venez devant un adversaire, votre mouvement sur lui ne doit pas être prévisible. Marcus Smart a récupéré bon nombre de balles comme ça. Il a perdu énormément de ballons parce que sa vigilance n'était pas là. Première chose, il doit être, première chose, c'est aussi votre QI de basket, la manière dont vous allez aborder le jeu. Bon nombre de ballons, il était trop précipité sur beaucoup d'actions. Mais ce qui n'a pas figuré dans sa tête, c'est que la saison dernière, quand il a été très bon, tout le monde l'a encensé, tout le monde lui a tiré des lauriers. Mais que pendant qu'on vous tire des lauriers, les bons joueurs et en général, les gens vous calculent. Parce qu'on dit maintenant, toi, t'es important. Quelque chose qu'a fait Nick Nurse dans cette série, c'est qu'ils ont bloqué Kemba Walker. Mais maintenant, là où aussi que ça a été difficile pour lui, c'est quand ils ont bloqué Kemba Walker. La solidarité de Boston s'est organisée autour de lui. Et Brad Stevens a fait une chose qui est excellente, c'est que au lieu de retirer Kemba Walker, ils ont laissé Kemba Walker dans le match. Parce que en fait, quand vous défendez sur quelqu'un, c'est ça aussi que Siakam a eu un peu de mal. Quand vous défendez sur un joueur adverse, il faut en fait prendre les bonnes décisions. Ce qui n'est pas bon avec Siakam, on va se le dire bien, c'est sa prise de décision. C'est pas le fait qu'il soit mauvais. C'est regarder. Il a fait beaucoup de mauvais choix, c'est ce que tu veux dire. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Mauvais choix. Regardez le contre que Smart fait sur Norman Powell. Ben, c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, il est venu faire faute sur la marque de Norman Powell. Dans le dernier match, il saute juste avant que Powell n'accède au panier, donc il a le temps de voir venir le truc, de comprendre le truc. Après maintenant, ce qui lui a manqué, à mon avis, c'est d'un match à un autre, vous devez procéder aux ajustements. Oui. Les meilleurs joueurs procèdent très facilement aux ajustements parce que justement, ils ont les fondamentaux du jeu. Et puis, il va falloir qu'ils se disent que maintenant, j'ai accédé à un statut qui fait que je dois continuer de progresser parce que les défenses vont systématiquement me calculer. Et puis, l'idée là aussi où ce qu'il a perdu, c'est en fait que quand vous gagnez, et vous-même, vous qui avez fait du basket des sportifs, vous le savez, quand vous gagnez, vous, dans votre tête, vous estimez toujours que vous gagnez parce que vous avez été meilleur. Vous ne voyez jamais le fait que l'adversaire a peut-être un petit peu été moins bon. Et là où les Celtics ont fait une chose excellente, c'est qu'ils ont été capables de bien regarder les vidéos et de voir ce qui ne va pas. Dans le fameux Game 7 là, ils sont allés chercher énormément de ballons dans les mains des Raptors. C'était des morts de faim, hein, dans les mains des Raptors, plus de 80% des ballons interceptés par Boston ont été convertis. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qu'il a un peu perdu aussi, Pascal, c'est sa lucidité. La lucidité, et puis il y a le contexte. Il y a le contexte de ce 2-0 qui est potentiellement un 3-0.
Donc ils sont très mal partis. Psychologiquement, En fait, il ils ont était souffert des un mêmes peu, raisons. ouais. Psychologiquement aussi. Il était atteint. Mais Ouais. juste une chose, ils ont souffert des mêmes raisons pour lesquelles ils ont battu les Warriors l'année dernière. Parce que s'ils ne mettent pas d'entrée de jeu 2-0 aux Warriors, L'histoire elle est différente. C'est clair. Vas-y, vers la conclusion, on va faire réagir le doc. Simon. Ben, tu veux dire quelque chose? Missy qui conclut et après Ben qui va réagir. Missy, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, conclue et Ben va réagir. Juste une chose, les axes de progression qu'il a à progresser, c'est à se visualiser sans le ballon. Oui, le jeu sans ballon. Quand je n'ai pas le ballon, qu'est-ce que je fais? Comment je tourne autour de mes coéquipiers? Comment je peux aider? Comment faire mieux? On commence à améliorer dans ces zones-là. On va faire réagir le doc Simon tout à l'heure. Ben qui veut dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais en fait, la lucidité qui lui manque. La lucidité lui manque parce que il sent qu'il est en train de passer à côté. Il sent qu'il est en train de passer à côté, donc il est de plus en plus stressé. Il ventile, il hyperventile, c'est-à-dire que tu respires de plus en plus vite et il a totalement décoordonné sa respiration avec l'effort. Donc du coup, tu perds en lucidité. C'est comme quelqu'un qui nage. Si tu nages et que tu as un apnée, à un moment donné, tu manques d'air, tu sors, c'est pas la même chose que si dès le début tu nages de façon régulière, en calant tes souffles bien comme il faut. C'est juste une question de respiration. Il a commencé à paniquer, il a commencé à hyperventiler. Donc du coup, il ne coordonnait plus sa respiration. Du coup, il faisait des choses avec le MV, tu vois, avec la volonté, il allait à fond, mais il n'était plus lucide. Mais normalement, ça s'entraîne, ça dès que tu commences à être stressé, à paniquer, tu fais des exercices de respiration abdominale, des exercices de techniques des coachs t'apprennent. Même ce n'est pas propre aux sportifs, même les politiques, même les. Ça s'apprend, comme tu l'as dit. Les joueurs de match. C'est un truc qu'on apprend. À un tel niveau, tu ne peux pas autant te désorganiser sur le plan respiratoire sans arriver à avoir les techniques pour bloquer ça et repartir de l'avant. En tout cas, c'est clairement une étape supplémentaire. On va écouter Simon. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas caractéristique parce que pour rejoindre le doc, moi je pense que c'est la première fois que moi je vois Pascal se précipiter autant dans tout ce qu'il fait. Et moi je pense que si par le passé, si c'est la première fois pendant ces playoffs, oui, Doc a parlé de la pression. Ça veut dire que d'habitude, ça n'a pas encore été exposé de cette manière. Donc ça veut dire qu'il est toujours question de penser comment est-ce qu'on peut retourner à la manière dont il faisait les choses avant ces playoffs. Parce que pour un joueur clé, d'être pression et de rendre ça visible à tout le monde qui voit. C'était pas plaisant de le voir jouer. Après, c'est la première fois que moi j'ai vu Pascal, j'ai dit, mais ça c'est pas Pascal, c'est quelqu'un d'autre, c'était pas plaisant. Tout ce qu'il faisait manquait de précipiter, c'était forcé, c'était, comment dire... c'était pas lui-même quoi. Donc t'as parlé du Hemley. C'était un peu comme on dit le Sam Segele. Oui, c'était un peu le Sam Segele. Et puis j'ai dit, mais ça c'est pas Pascal ça. Oui, parce que le M sans lucidité ne suffit pas. C'est comme Westbrook. Westbrook a le web, mais il court dans tous les sens, il est tout le temps en forme. C'est pas des choses qui sont. Un autre débat sur lequel on reviendra. On y reviendra. Écoutons Simon. On n'a pas écouté Simon. Écoutons Simon, les amis, et puis on va faire intervenir Mike. Il n'a pas tout son temps non plus avec nous. Mike, tu as encore quelques minutes avec nous un petit peu? Mike? Oui, après Simon, sans problème. Simon, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as entendu, notre doc adoré Simon? Moi, le vrai doc. Déjà, moi, le vrai doc. Vas-y, c'est toi le vrai doc. Je vais pas te retirer ton titre, ton statut ce soir. Vas-y Simon, qu'est-ce que tu as envie de dire après tout ce que tu as entendu? Moi, l'autre jour, je t'avais dit, j'ai une déception pour les Raptors, envers les Raptors, parce que
Moi, de ce que j'ai vu dans cette série, j'ai même pas vu tout le temps Boston les faire déjouer. Encore, j'ai même pas envie de donner le crédit à Boston sur le jeu, sur le mauvais jeu produit par les Raptors. Il y a des séries, quand tu regardes, je te dis, c'est l'adversaire. Il faut toujours donner un crédit à l'adversaire. Moi, je donne crédit à Boston pour non seulement leur mental, parce que, je vais te dire, il ne doit même pas avoir du game set, parce que la faute sur Kemba Walker, je me suis dit que ça va les tuer. D'ailleurs, j'ai parlé avec Vincent Poirier sur Instagram, parce que, comme je te l'avais dit, c'est quelqu'un qui m'offrait des places ici quand il était à Nanterre. Il dit, il est inquiet pour le mental de Boston, parce que ce Game 6, c'est leur game. Donc, moi, je donne du crédit à Boston pour... Ils sont comportés comme des têtes. Ils ont représenté Boston. Franchement, il faut leur donner ce crédit. Ils ont perdu Gordon Hayward. Tout le monde a compensé. Ils ont joué parfois small ball avec les Toum en 4. Ça leur a pas empêché. Ça ne pas empêché. Les Toum d'être l'un des meilleurs rebondeurs. D'ailleurs, on parlera de ce joueur plus tard. Et ce qui m'a fort étonné, parce que comme je te l'ai dit toute la saison, pour moi, à l'entame de cette bulle, Toronto était la meilleure équipe de cette bulle. Moi, je l'ai dit, et je ne renierai pas mes propos, Toronto est la meilleure équipe de cette bulle. C'était une équipe très cohérente, surtout défensivement, et très très cohérente offensivement. Donc, j'ai pas vu dans cette série, moi je les avais mis favoris en 6 matchs maximum. Je voyais même pas, je voyais Toronto finir ça en 4 matchs maximum. Mais au fur et à mesure, qu'ils n'ont pas. J'ai vu Toronto déjouer. Et qui dit Toronto déjouer dit les leaders, mais comme Kyle Lowry a fait beaucoup de boulot, on va regarder l'autre leader, Pascal Siakam. Malheureusement, c'est ça. Les gens tirent sur lui. Comme on tire sur tous les stars, on va revenir sur les contrats, on va revenir sur YZ. C'est les réseaux sociaux, comme Mike l'a dit. Il faut apprendre à gérer ça. C'est une première étape pour lui. Il est à sa première année avec ses responsabilités. Pour quelqu'un qui a commencé le basket dernièrement, il a une première année avec pression. Il y a le système de la bulle. Moi, j'ai toujours dit dans cette bulle, il y a certains qui ont mis du temps à s'y faire, mais au début de la bulle, LeBron James avait raison, c'est très très bizarre, surtout pour des équipes comme les Sixers, comme Toronto, il y a aussi Boston, qui sont très forts à domicile, qui s'inspirent de leur public, qui sont poussés par ceux, comme on dit au football, par ceux 12e homme. Mais quand tu n'as pas ça, c'est très bizarre. Même dans la salle, quand derrière c'est vide, avec du plexiglas, il faut s'y habituer. Tu as même l'impression que ce sont les joueurs de pick-up game qui s'en sont sortis très vite. Les autres ont mis du temps. Donc, Pascal a tout ça quand même, que je pense son club va le prendre en compte. C'est sa première année de leadership. Kyle Lowry est là depuis. Vous avez vu Kyle Lowry avec le fer et l'expérience a tenu son rang. Pascal de son côté, dans sa gestuelle, ça se voyait qu'il n'y était pas. Il a fait que le game 3, je me rappelle bien, d'un peu cohérent. Il a fait que le game 3 d'un peu cohérent, mais même au-delà de ces points, dans la réaction qu'ils ont eue, parce que Van Vliet l'avait dit en conférence de presse, ça faisait 2 matchs qui n'étaient pas d'impact, d'agressivité. Ils ont tout fait et finalement ils prennent ce game à une demi-seconde. Mais dans le jeu, ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent dans ce match. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à ce moment-là, à cette demi-seconde. Mais le reste de la série, tout le monde est d'accord. Toronto a manqué d'un Pascal qui accompagne son co-leader. Qui accompagne, on voit que dans la force de caractère de cette équipe, Van Vliet s'affirme de plus en plus. Van Vliet s'affirme limite même en numéro 2 pendant ces playoffs, malgré ses défenses physiques. Est-ce que ce sera toujours comme ça l'année prochaine? Je n'en sais rien, mais je sais juste un truc, parce que tout le monde a déjà analysé, tous les panélistes ont analysé, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais je sais juste un truc, c'est que c'est le premier. Ah, petite coupure. On a été coupé pendant 10 secondes, le doc. Qu'est-ce que tu avais dit? Oui, je disais que c'est le premier vrai test pour quelqu'un qui aspire
à être star dans cette ligue, qui a déjà été propulsé par le vote du public, comme 5 entrants du All-Star Game, ça ne ment pas. Tony Parker l'a décidé depuis 2007, quand il a eu sa deuxième bague. Son objectif c'était maintenant d'être 5 entrants du All-Star, il l'a même jamais eu. Parce que pour un basketteur, ça représente la récompense ultime du public. Là, tu es reconnu par le monde entier comme tu es parmi les 10 meilleurs basketteurs qu'on voit sur cette terre. Nous. Après, souvent, c'est des votes politiques et régionaux, mais ça ne ment pas, parce qu'Al Siakam a été propulsé avec un nombre de voix quand même énorme. Donc, il connaît une première saison où tout ça fait que, entre la bulle, le Covid, la pression, les contrats et tout. Ouais, ça fait beaucoup de facteurs. Voilà, donc, mais par contre, c'est une épreuve, parce que l'année prochaine, sa réaction va être attendue. C'est sa réaction maintenant qui va être le plus important. Son coéquipier Kyle Lowry a connu ça combien d'années? C'est pour ça qu'il le dit, Kyle Lowry était traité, passez-moi le mot, comme une merde. Pourtant, c'était on reste quand même. Kyle Lowry a été traîné dans la boue parce que le Grand Jeff les a martyrisés pendant longtemps. Je ne parle même pas des autres, il y a plein comme ça. Ce n'est pas la première jeune star qui connaît un revers en demi-finale de conférence. Les plus grands, de LeBron, Kobe, Jordan, tout le monde l'a connu à un moment donné, un revers. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux et son salaire. Et j'ai envie de dire à ceux qui parlent de son salaire, la NBA maintenant paye en fonction du potentiel. En tout On cas. ne paye plus comme avant, un joueur à ses 10 ans avant qu'on lui donne un gros salaire. On paye en fonction du potentiel et lui, il a ramené un titre. Donc, pour moi, salaire mérité, mais maintenant, il va falloir rebondir par rapport à ce que je dis. C'est là où que moi, je l'attends. C'est là où on l'attend. Mike, qui va intervenir pour la dernière fois, après il va devoir s'en aller. Mike, une question sur Serge Ibaka, le coach Radar l'a évoqué. On s'est posé la question, d'ailleurs moi je l'ai évoqué dans mes quotidiennes. Pourquoi prendre la décision de mettre Serge Ibaka sur le banc alors qu'il avait été beaucoup plus performant dans le 5 de départ l'année dernière? Est-ce que tu as un début de réponse ou comment est-ce que tu analyses un peu le cas Serge Ibaka sur le banc? Pourquoi ne pas l'avoir mis dans le 5 de départ? Mike, comment est-ce que tu essayes de répondre à cette question? Alors, la philosophie de Nick Nurse, ça a été toujours de faire confiance en ses titulaires et de jamais changer 5. Il a dû le faire pendant la saison régulière parce qu'il y a eu les blessés, mais il était clair que Gasol était le titulaire. Gasol n'a pas répondu présent. D'ailleurs, Siakam a pris la responsabilité de l'élimination, mais Marc Gasol aussi. Ce Gasol n'a pas du tout été à son niveau habituel, surtout en attaque. Après, moi, ce que je reprocherais à Nick Nurse, c'est pas forcément le fait que Ibaka n'était pas titulaire, c'est surtout d'avoir insisté avec son small ball dans le match 7 en deuxième mi-temps. Le small ball a fonctionné dans le match 6, ok, mais dans ce match 7, on voyait clairement que Ibaka dominait. C'était l'un des seuls qui était capable de dominer ces mismatchs. Les Raptors ont eu beaucoup de mal quand ils avaient un joueur plus petit sur eux, la plupart du temps, à bien gérer ça, mais on a vu qu'Ibaka avait cette capacité. Il a été en réussite à 3 points également. Moi, c'est surtout ça que je comprends pas trop, c'est pourquoi pas d'Ibaka dans la fin de match, où surtout on a vu que ce quatrième carton était désastreux. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Le quatrième carton du match 7, il n'y a plus de collectif. Le collectif n'existe plus dans ce match-là. Comme dit Mike. Ouais. Vas-y, coach. Ibaka faisait ce qu'il voulait dans la raquette de Boston. Que ce soit sur le plan des rebonds offensifs, dunk, sur le plan de écran tête de raquette, pick and pop, shoot à 3 points, il faisait ce qu'il voulait. Et c'était inarrêtable. Comment est-ce que vous pouvez prendre un joueur de ce calibre qui est ce qu'on appelle un match-up nightmare pour les Boston et le garder au banc pendant cette durée de temps? Ça, c'est comme si rendre le jeu facile pour Tatum. Parce que quand Ibaka n'était pas dans le match, vous voyez toutes les pénétrations de Tatum ou bien de Jalen Brown, c'était des layups très faciles. Mais pourtant, quand Ibaka était là, ça ne se passait jamais si vous revoyez toutes les cassettes de chaque match. Mais vous avez un joueur de ce calibre, vous ne le faites pas jouer, surtout dans un match décisif. Pour moi, ça, c'est un problème. Il apporte défensivement, il apporte en attaque. C'est comme si vous avez le joueur qui peut faire la différence dans une série,
mais vous ne l'utilisez pas. Ouais. Il aurait facilité de jeu pour Siakam. Siakam aurait pu justement jouer, laisser le jeu venir à lui et flasher. Laissons Mike finir. Mike, la petite interruption du coach Radar. Tu peux conclure, après on va enchaîner sur Serge Ibaka. J'ai pas grand chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec le coach. En fait, tout simplement, je pense que vu que Nurse a gagné le match 6 avec ce small ball, il s'est entêté à l'utiliser dans le quatrième quart-temps alors que ça fonctionnait pas. Je pense que Nick Nurse, il a quand même une partie des responsabilités dans cette série parce que malgré tout, pour moi, Brad Stevens a été meilleur. On l'a vu, chaque fois que les Raptors parvenaient à faire un petit run, Brad Stevens prenait un temps mort et ses sorties de temps mort ont été excellentes à chaque fois. J'ai un souvenir, je ne sais plus dans quel match c'est, Toronto, je crois, est sur un 6-0, quelque chose comme ça. Et Brad Stevens prend un temps mort, derrière il se passe un 11-0, un 12-0, et ça a été un peu comme ça pendant toute la série. Et Nick Nurse l'a dit dans l'interview après la rencontre 7, lui aussi il va se remettre en question et revoir ses systèmes et il va progresser parce que Nick Nurse c'est un coach jeune au final en NBA malgré tout. C'est un coach qui a montré qu'il était capable d'aller gagner le titre. Mais malgré tout, voilà, là c'est une leçon pour lui aussi, puisque je pense que vraiment Brad Stevens a été le meilleur sur cette série-là. Donc, Alors, en espérant pour conclure mais je ne pense pas, mais en espérant que Serge Ibaka n'ait pas été frustré mais je pense pas, parce que c'est quand même un joueur très porté sur le collectif et qui accepte les décisions. Mais j'espère que ça jouera pas dans sa décision de quitter ou pas les Raptors sur la Tu m'as fait une belle passe là. Tu m'as fait une belle passe, Mike. Et voilà pour ce possible départ de Serge Ibaka. Je vais te laisser. Dernière question pour. Tu vas réagir, mais si Mike. Dernier point sur lequel j'ai envie de t'entendre. Qu'est-ce que tu attends des Raptors la saison prochaine? Qu'est-ce que tu attends de Pascal Siakam la saison prochaine, vu que le sujet est plutôt porté sur lui? Un Pascal Siakam qui arrive à gérer son stress, un Pascal Siakam qui arrive à jouer sans sa famille, collé dans ses baskets. Peut-être que ça a aussi joué. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas négliger. Qu'est-ce que tu attends de Pascal pour la saison prochaine, Mike? Je pense que les autres intervenants ont bien fait le tour en fait. Je pense qu'il va falloir qu'il ajoute des armes à son arsenal et notamment ce tir à mi-distance. Je ne sais plus qui en a parlé, mais... Le doc, c'est Doc Ben qui en a parlé. S'il veut être la star de l'équipe et pouvoir s'adapter justement aux défenses qui vont lui fermer l'accès au panier, on l'a vu, la défense de Boston a été excellente là-dessus. Après, il n'était pas dans ses baskets et il n'était pas en confiance, donc même les choses faciles, il n'arrivait pas à les finir. Mais Jaylen Brown lui a rendu la vie vraiment compliquée sur toute la série. Vraiment, Jaylen Brown, moi, m'a étonné, il a été vraiment excellent. Il va falloir qu'il diversifie son jeu. Le tir à 3 points était plus ou moins là pendant la saison régulière. Il a complètement disparu dans la bulle. Donc après, je me fais pas de soucis là-dessus. Il va continuer à le bosser. Mais vraiment, oui, c'est ces tirs à mi-distance qu'il va lui falloir... il va falloir améliorer. De s'arrêter avant de pénétrer s'il voit que la défense se resserre et d'être capable de marquer à mi-distance. Après, moi, je me fais pas beaucoup de soucis sur le fait que je pense qu'il va rebondir. C'est un grand bosseur, on le sait tous. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Il sait que de toute façon, je pense pas. Moi aussi, je comprends pas les gens qui critiquent en disant oui, Pascal Siakam, il n'était pas motivé ou des choses comme ça. J'ai lu certaines choses comme ça. Je pense pas que Pascal Siakam n'était pas motivé ou qu'il est arrivé dans la bulle en se disant j'ai pas besoin de travailler. Je pense qu'il a toujours bossé, mais voilà, il a été coupé dans son élan. Maintenant, c'est une bonne occasion pour lui de rebondir. Voilà, merci Mike. Missy, qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on fasse un dernier tour de table? Missy. Non, je voulais juste dire, on a parlé de Nick Nurse, je dis aussi que, Brad Stevens a été meilleur. Moi, ce qui m'a paru très étrange dans ce Game 7, c'est son... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Trop défensif sur Kemba Walker. Il n'avait pas du tout le jeu, justement, offensivement. Mais ce qu'on dit pour Serge Ibaka, on a vu tout de suite que quand Serge Ibaka était dans le match,
ça allait un peu moins bien pour les Celtics. Mais après, maintenant, comme on le dit, Siakam, il faut vraiment qu'ils mettent en place, justement le mid jump. Il le faut se dire, parce que en fait, ce qu'on dit peu, les crédits sont des bons shooters à 3 points, mais la plupart du temps, de quoi ils vivent, c'est du mid jump. Ils vivent de ces tirs-là. Et lorsque vous vivez de ces petits tirs à 2 points, qui font énormément vous faites énormément de points avec, même les joueurs comme les Steph Curry, on croit que c'est les 3 points qui les font vivre. Non, c'est le bon vieux tir à 2 points. Ouais. Tu es là, Missy, pour la conclusion? Vas-y, conclue en un dernier tour de table. Non, ce que je disais juste c'est que, et puis je ne comprends pas qu'il n'est pas par séquence Nick Nurse ni Chris Boucher. Chris Boucher, même défensivement, il faut faire un peu, même s'ils ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales de conférence, il faut faire un peu ce qu'a fait le Thunder. Regardez le Thunder avec Ligendorf. Il a énormément travaillé sur James Harden et les jeunes. Je dis pas, d'après moi, la rotation de Nick Nurse était trop limitée. En tout cas, on va enchaîner, on va faire un dernier tour de table avec le coach Radar. Coach, qu'est-ce que tu attends de Pascal Siakam la saison prochaine? Si tu devais lui envoyer un petit message sur le parquet, on rappelle que les Siakam écoutent Radio Basket. James et Siakam, on l'a déjà eu sur le parquet de Radio. Ils sont tout au fait de ce que l'on fait, de ce que l'on diffuse sur le parquet régulièrement. Si tu devais passer un message à Pascal, coach Radar, sur le parquet, qu'est-ce que tu lui dis ce soir? Coach, le coach Radar, il est avec nous? Allô, coach Radar, est-ce qu'il est là? Est-ce que le doc est avec Doc Ben, tu es là? Big Ben, tu es là? Oui, je suis là. Alors, le coach va nous rejoindre tout à l'heure. On fait le dernier tour de table. Si tu devais faire passer un message à Pascal, qu'est-ce que tu lui dirais ce soir, Big Ben? Alors, moi, je lui dirais de toute façon qu'il n'a pas... le sport de haut niveau est fait de haut et de bas. Et nuls sont les grands qui sont arrivés au haut niveau en ayant une trajectoire linéaire. Ouais. On apprend et on grandit dans les bas et dans la douleur. Et là, c'est un chemin de croix qu'il traverse, mais c'est un chemin de croix qui est mis sur sa route pour façonner et forger son destin. Donc, libre à lui maintenant de savoir comment rebondir. Et moi, je pense qu'il peut rebondir de deux manières principales. C'est effectivement de développer son mid-range, parce que on est passé dans une ère du 3 points, mais à la fin du match, ceux qui décident les matchs, ce sont ceux qui sont capables de marquer de façon consistante à 2 points à mi-distance avec un ou deux dribbles et un ou deux changements de direction. Que ce soit Kevin Durant, Kobe, Lamartine et des gens comme ça, et même Jordan, il est le meilleur joueur du monde, mais c'était pas un shooter à 3 points. C'est un gars à qui on donnait la balle à mi-distance, qui vous finissait 8-9 fois sur 10 marqué. Voilà. Et donc c'est cette consistance-là qu'il faut qu'il acquiert. Ouais. Cette faculté à marquer à mi-distance. Mais ensuite, les derniers points. Bon, c'est le côté médical, mais pour moi, sa coordination respiratoire et l'effort n'est pas bonne du tout. Ouais. Donc il y a des exercices à faire, il y a un coach mental, donc il peut le trouver aux États-Unis. Ou il y a des caméras qui ont cette compétence-là. Moi, je pense par exemple à Seth Million, qui est un mec qui est à Paris, qui a même été invité par Charlotte Hornets pour aller faire des séances de respiration avec des mecs de Charlotte. Bon, et effectivement, parfois les choses qui viennent de loin sont celles qui payent le plus. Et parfois ceux qui en ont à côté, on ne s'en sert pas. Mais qu'ils le prennent, qu'ils l'amènent là-bas et qu'ils voient. Alors moi je pense que je lui rembourse même le billet si le mec arrive là-bas. Merci. Avec lui. Ouais. Chercher à l'imposer avec les équipes de France. Ouais.
voulais avancer là-dessus. Je pense qu'il ne peut pas devenir un très très grand joueur s'il ne sait pas respirer. Parce que savoir respirer, Ouais, très important. c'est déterminant de la performance. Tu as le physique, tu as la technique et tu as la respiration. La respiration, c'est ce qui met en Oui. Si tu es un shooter, que quand tu shootes, au lieu de, tu essayes d'inspirer au moment où tu vas lâcher la balle, mais quand tu inspires, tu distends ton thorax. Donc fatalement, ton bras il bouge de 2-3 mm. Ça suffit à changer de trajectoire. Un sniper, quand il a visé ça, il a verrouillé sa cible et il bloque sa respiration. Et il appuie. Et c'est la même chose avec le sport. Il faut que, en fonction de ce que tu fais sur un terrain, que ta respiration soit adaptée. Donc, une série d'inspiration et d'expiration. Et ça s'apprend. Donc, ça s'apprend soit avec un coach, soit ça s'apprend par l'expérience. Mais généralement, chez les intérieurs, ça vient tard. C'est pour ça que les intérieurs ont une maturité tardive. Ils gèrent tous les impacts physiques et le jeu de la respiration assez mal. Donc, souvent, on les bouscule. Parce qu'au moment où ils doivent finir, justement, comme ils sont partis en apnée, on dribble, puis ils cognent. Et après, maintenant qu'il faut marquer et précis, là, ils inspirent comme celui qui sort de la tête de l'eau après être en apnée, et boum, on les repousse loin du panier, où ils font un geste maladroit, ils ratent des paniers près du cercle. Tout ça, c'est juste une question de coordination respiratoire. Et je pense que lui, pour devenir le grand joueur qu'il peut être, il faut qu'il se trouve un coach respiratoire. Ça, c'est indispensable. Et donc, c'est le conseil que moi je lui donne. Voilà. Et après, moi je crois en lui. Et puis, de toute façon, si on en est là à discuter, à faire des émissions sur lui, c'est parce que, il nous a déjà donné de la fierté. Et de deux, il a le talent et le potentiel pour. Maintenant, il faut qu'il fasse des ajustements et qu'il sache rebondir. Et là, ça sert aussi. La douleur sert à avancer. Et là, c'est la douleur. Mais ça sert à programmer des victoires de demain, les préparer. Voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vraiment, grand merci Big Ben d'avoir donné ces informations. C'est vrai que ça enrichit véritablement le débat et c'est vrai que moi personnellement j'y avais pas pensé, je te le dis. Et c'est un vrai plaisir d'avoir cette expertise. On a le coach Radar on a eu la coupure avec le coach Radar. Est-ce que le coach Radar est avec nous? Alors, coupure avec le coach Radar. On va le retrouver tout à l'heure. Alors, notre doc, le vrai doc, Simon, comment est-ce que tu réagis pour ce dernier tour de table? Tu as entendu Doc Ben, hein, il faut qu'il ait un coach de respiration, gestion du stress, tout ça. C'est des choses c'est une étape supplémentaire à ajouter dans sa carrière. Le Doc ONP, qu'est-ce que tu attends aussi en plus de ce que tu as attendu, qu'est-ce que tu attends de Pascal? Non, moi, de toute façon, tout ce qui est aspect technique, psychologique, physiologique et tout, là, je fais confiance à son entourage. Il écoute des conseils. Hein, peut-être même qu'il nous écoute aujourd'hui. En tout cas, il a déjà écouté dans le passé. Mais ou à Marc de transmettre. Mais moi, je fais confiance quand même au préparateur, un bosseur, déjà tout le monde l'a dit. Sa particularité, c'est qu'il est là par rapport à tout le travail qu'il a fourni. Je me rappelle la saison du titre, l'été d'avant, il y a eu des vidéos de ses entraînements qui ont fuité. Et c'était du sérieux. C'était du très très sérieux. Il en a gravé. Et là maintenant, vu qu'ils veulent reprendre la saison en début décembre, il a quand même du temps, un peu de repos et beaucoup de temps pour pouvoir travailler. Ça, et je pense pas qu'il en ait même à beaucoup en faire parce que comme on l'a dit, Petite coupure avec le doc, tu es là? Le doc est là? Est-ce que le doc Simon est là? Coupure avec le doc Simon qui était là. On a une coupure avec lui. Missy, est-ce que tu es là, Missy? Missy? Allô, Missy? Est-ce que Missy... Ah, voilà, le doc Simon qui est là. Vas-y pour ta conclusion. Vas-y, Simon, vas-y pour ta conclusion. Ouais, donc je disais, j'attends juste de lui et de son équipe de rebondir. C'est vraiment dommage parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'était la meilleure équipe de cette conférence à l'entrée dans cette bulle. Mais ça arrive. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a tellement de trucs qui se passent dans cette NBA pendant l'intersaison. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il sera encore là en tant que leader.
Et j'attends de lui de continuer ce qu'il fait depuis, c'est de bosser et de travailler les différents aspects qui lui ont manqué. Il a encore beaucoup de temps. Il a encore le temps. Est-ce que le coach Radar est revenu? Est-ce que je le vois pourtant, il est bien connecté là avec nous dans le salon, mais je l'entends pas. Coach Radar. Du côté de Boston, on va lui faire un big up. On arrive à la fin de ce talk show. On aura l'occasion de revenir tous ensemble sur nos débats puisqu'on n'a pas parlé de Joel Embiid ce soir, mais on aura l'occasion d'y revenir à Joel Embiid qui a tweeté if. et si Jimmy Butler était resté avec nous. Voilà, on reviendra sur Joel Embiid prochainement. J'entends quelqu'un qui ricane là. On y reviendra prochainement. On va remercier Big Ben, le doc, Big Ben qui était avec nous sur le parquet. C'était un plaisir, Big Ben, d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio pour ta première. Merci. C'est moi, merci de m'avoir invité. Gros plaisir, Big Ben, et à la prochaine, Big Ben. C'est vrai qu'on a un petit souci là avec les grosses pluies là qui sont en train de taper là sur Douala. Mais voilà, c'est un gros plaisir d'avoir Big Ben avec nous. On salue aussi le coach Radar qui était avec nous, mais on a une coupure avec lui. On le salue sur le parquet de la radio off. On dit aussi big up à Mike Laviole qui était avec nous. Il a dû nous quitter pendant le talk show. Mike qui a d'autres obligations. On le salue ce soir. Missy, un dernier mot avant qu'on clôture. Un dernier mot, il y a encore un game 7. J'espère que les Clippers vont retrouver leurs esprits. Voilà. Merci Missy d'avoir été connue avec nous dans Total Africa. C'était un plaisir, Missy. Le Doc ONP, merci. On va se donner rendez-vous dans de Big NBA Show. Oui, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Salut le Doc. Salut les amis. C'était Oncle Phil Basket pour ce talk show Total Africa NBA spécial Pascal Siakam avec le coach Radar du côté de Boston, le docteur Joseph Owona, Big Ben du côté de Bordeaux. Big up aussi à Mike Laviole, c'est du côté du Canada, partenaire Radio Hall of Fame Basket pour l'Express Canada. Notre doc Simon Hama, à qui on a dit un gros big up du côté d'Angers et Missy depuis Paris. Merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. On vous dit à la prochaine. Restez connectés. C'était Oncle Phil Basket dans Total Africa. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.